Bonsoir à tous. Écoutez, c'est vraiment sympa à vous de venir vous préoccuper d'épargne à cette heure de la journée sous cette température. C'est méritoire. Alors, à qui profite l'épargne? C'est la question qui nous réunit aujourd'hui. Alors, le jingle n'était pas un jingle de polar, mais ça aurait pu. À qui profite le crime? Alors moi, ça m'a ramené quelques années en arrière, en seconde précisément, où je faisais partie de la génération qui a découvert les sciences économiques et sociales en seconde, et j'avais dû faire un exposé sur la fameuse phrase de Guizot « Enrichissez-vous par le travail et l'épargne ». Le fil rouge se poursuit, puisqu'après, quelques années plus tard, je suis désolé, je vais vous réciter tout mon pédigré, mais il est marqué du sceau de l'épargne. J'ai eu comme question à l'épreuve écrite de l'ENA, en 1991, l'équilibre épargne-investissement dans le monde d'aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est une question qu'on peut poser tous les ans. Ça se poursuit. J'ai été après dans des banques, certains dans la salle aussi, notamment en 2008 au moment de la crise économique, de la crise financière, la crise du subprime, puis de la crise de Lehman Brothers. Et à l'époque, on avait très très peur. J'étais au Crédit Agricole, on avait mis des instruments de mesure pour voir si les gens retiraient leur épargne, pour voir si les gens retiraient de leur compte courant de l'argent pour le mettre en cash dans les coffres, par exemple. Donc on voit bien que l'épargne est un sujet qui suit et qui touche tout le monde. Je suis ensuite passé à la Banque mondiale et des réflexions plus macroéconomiques sur les flux mondiaux et sur la capacité ou pas d'allouer l'épargne au niveau mondial. Rappelez-vous, en 2015, on s'est mis d'accord sur les accords de Paris et sur les accords sur les objectifs de développement durable, et on a dit à l'époque, c'est très facile, ça coûte quelques milliers de milliards, c'est-à-dire une fraction de l'épargne mondiale, il suffit de réallouer quelques pourcentages de cette épargne pour résoudre la crise climatique. On voit bien aujourd'hui que cette époque, elle continue à nous préoccuper. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Can Finance Save the World ?» C'est une des questions qu'on va traiter aujourd'hui. C'est un fil rouge, j'allais dire rouge comme le livret A, pour ceux qui ont encore un livret papier, qui m'amène aujourd'hui, avec un panel de grande qualité que Marie va vous détailler dans quelques instants, à partager avec vous cette question sur, au fond, encore une fois, à qui profite l'épargne. Tout le monde a un avis sur cette épargne. Ceux qui ont de l'épargne, ceux qui n'en ont pas, ceux qui la gèrent, ceux qui la font gérer. Et au fond, c'est la problématique très bien posée par La Fontaine. On est tous un peu savetiers et on est tous un peu financiers quand il s'agit d'épargne. Le sujet ouvre évidemment de nombreuses pistes. L'épargne profite-t-elle à l'émetteur, c'est-à-dire à l'épargnant, ou à ses descendants d'ailleurs? Est-ce qu'on épargne pour soi ou pour ses enfants? L'épargne profite-t-elle au receveur, c'est-à-dire à celui qui va emprunter ou qui va recevoir les fonds propres? L'épargne profite-t-elle aux intermédiaires? L'épargne profite-t-elle à celui qui perçoit l'impôt? On voit bien qu'en tout cas, il y a pas mal de manières de traiter ce sujet. Je n'ose pas dire que c'est un sujet en or, ce serait un peu facile quand on parle d'épargne, même si cette relique barbare est une des formes évidemment les plus anciennes d'épargne et une des plus continues. Et on voit bien qu'elle retrouve des faveurs aujourd'hui. Je ne peux pas conclure sans penser à quelques grands investisseurs. George Soros d'abord, à qui on demandait qu'est-ce que c'est qu'un investissement? Il disait c'est une spéculation qui a échoué. On peut évidemment se rappeler la formule, et peut-être qu'on va se la rappeler dans les semaines suivantes, cette fois c'est différent, hein, tous ceux qui ont vécu les questions précédentes. Et évidemment, je ne peux pas ne pas citer Warren Buffett, qui a dit beaucoup de choses. J'en retiens deux. La règle numéro 1 d'un investissement est de ne jamais perdre d'argent. La règle numéro 2 est de ne jamais oublier la règle numéro 1. Et puis surtout, puisque nous sommes à Aix, Warren Buffett a conclu en disant « Quand quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. » À toi, Marie. Merci Bertrand pour cette introduction. Déjà, pas mal de points du débat qui sont posés. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un chouette panel que je vous présente. Nicolas Calcoun, qui est directeur général délégué et directeur du pôle stratégie, finance et contrôle chez Amundi. Alors, on n'est pas dans l'ordre. Anna Di Marzo, vous êtes directrice générale France chez Bain et compagnie. Florence Lutzmann, vous êtes présidente de France Assureur. Bertrand Rambaud est président de France Invest. Et Philippe Sedbon est président de l'Association française de la gestion financière. Merci à tous d'être avec nous pour parler de ce sujet à la fois technique et politique, surtout dans les temps qui courent. Bertrand l'a rappelé.
Nicolas Calcoen, je vais me tourner vers vous en premier, peut-être pour planter un décor qui est que l'épargne en France et en Europe plus généralement, on a tendance à entendre qu'elle est à un niveau élevé, mais on entend aussi qu'elle n'est pas investie là où elle serait la plus efficace, notamment pour notre économie, pour les générations futures. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et la question corollaire, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le corriger si ce n'est pas le cas? Merci. Bonjour à tous. Peut-être un premier élément qui n'est pas tout à fait un élément de réponse, mais effectivement sur le constat. Contexte. On a effectivement beaucoup d'épargne, un niveau d'épargne élevé en France en particulier, de l'ordre de 20% de taux d'épargne. C'est plutôt plus que ce qu'on observe dans beaucoup de nos pays, de nos voisins européens et aux États-Unis. Pour autant, est-ce qu'on a trop d'épargne? Je ne le pense pas, puisque effectivement on a des ménages qui épargnent beaucoup, mais on a aussi, on le sait, un État qui n'épargne pas beaucoup, au contraire. Et donc en réalité, si on prend l'épargne de la France n'épargne pas trop, au contraire. Donc ce point étant dit, en revanche, je pense effectivement qu'on a un sujet d'allocation de cette épargne. Où s'investit cette épargne? Et si on regarde encore une fois les données s'agissant des ménages français, presque les 2/3 de cette épargne sont en fait une épargne dans l'immobilier, dans l'achat du logement. Et pour la part d'épargne financière, elle est quand même très, très majoritairement orientée vers des produits sûrs, ce qui se comprend, ce qui est tout à fait naturel, 60% à peu près dans des dépôts et de l'assurance vie en euros. Donc rien de négatif à investir dans l'assurance vie ou dans les dépôts, mais très naturellement, cette épargne, compte tenu des règles de liquidité, compte tenu des règles réglementaires, elle va très naturellement plutôt dans des investissements, soit des investissements de court terme, soit des investissements de taux, de produits de taux, et peu ou pas assez, compte tenu des besoins, dans des fonds propres et des investissements de long terme plus risqués. Et c'est là où on a, si on le prend à l'échelle de la France, et c'est assez vrai pour l'Europe, un sujet. Ça se voit d'ailleurs dans les données de balance des paiements. Si on regarde au niveau de l'Europe, on exporte en fait de l'épargne, on investit dans des produits de taux d'autres pays, et en revanche, on est receveur de flux pour financer nos entreprises. Pour caricaturer un petit peu, on achète de la dette américaine, et les fonds de pension américains sont détenteurs de nos entreprises. Donc effectivement, il y a un sujet. Comment on fait pour corriger ça? Je pense qu'on va tous avoir des choses à dire sur le sujet. Je pense simplement qu'il faut repartir du besoin des clients. Ils veulent de la sécurité, etc. Mais ils peuvent aussi être prêts s'ils sont accompagnés pour investir à plus long terme. Et donc, on retombe sur des sujets liés au cadre réglementaire, fiscal, des produits simples, de long terme, et où on a notamment une fiscalité qui est cohérente avec l'horizon et le profil de risque des produits d'épargne. Florence Lussmann, l'épargne collectée par les assureurs, elle finance quoi? Et finalement, deux questions en une. Qui décide de son allocation? Est-ce que c'est l'épargnant ou est-ce que c'est l'assureur? Alors, merci beaucoup pour cette question et je crois que je vais réagir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors d'abord, je crois que dans l'amphi d'à côté, Thierry Derez voulait qu'on interroge la salle. Alors moi, j'ai envie de vous dire, nous, les assureurs vie, on a 2300 milliards d'euros d'épargne, donc de placement, que vous nous confiez. À votre avis, quel est le pourcentage d'actions dans ces 2300 milliards ? Donc là, normalement, vous allez vous tromper. Ben, je ne sais pas, j'espère que non, mais peut-être je pourrais demander à mon... 5%, ouais, qui dit mieux? À peine 10, ouais, ok. Qui dit mieux? Allez, soyez pas... Bon, je ne vais pas passer tout mon temps à attendre votre réponse, parce que la réponse, c'est 23%. Et s'il y a une seule chose que vous retenez de ce panel, ou du moins de ce que je dis moi, je voudrais que ce soit cela, parce que c'est écrit nulle part, parce que le contraire est écrit partout. Donc sur les 2300 milliards, il y a 23% d'actions, 34% d'obligations d'entreprise, 6% d'immobilier d'entreprise. Donc au total, ça veut dire que 63% sont investis dans les entreprises.
Bon, les 24% qui sont dans les dettes souveraines, on ne peut pas dire qu'ils ne financent pas l'économie, hein, parce qu'ils financent les politiques publiques, ça sert un peu. Mais franchement, je ne comprends pas pourquoi, effectivement, on nous dit toujours, on nous assimilerait à l'épargne réglementée, ce qui n'a strictement rien à voir. C'est les assureurs qui sont réglementés, ce n'est pas l'épargne. Donc, on finance très majoritairement les entreprises, et en plus, on finance l'économie française et européenne. Là aussi, je voudrais combattre une idée reçue, qui serait que comme on n'a pas de fonds de pension en France, bah évidemment, d'abord on ne finance pas assez l'économie, mais là je vous ai démontré que c'était faux. Puis après, j'ai aussi entendu des gens dire « Ah mais on ne finance pas assez la France et l'Europe ». À plus de 80%, les placements des assureurs, et je pense que mes amis asset managers confirmeront, sont investis en France et en Europe. C'est beaucoup moins pour les fonds de pension. Quand on regarde les fonds de pension européens, on est à moins des 2/3 qui sont investis en zone euro. Donc, franchement, s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'effectivement, si on veut financer l'économie réelle, les entreprises, la croissance, si on veut financer la zone euro, la France et l'Europe, eh bien, c'est dans l'assurance vie qu'il faut investir. Je pourrais vous dire la même chose avec les chiffres au niveau européen des assureurs, mais ça, je crois que c'est important. Votre deuxième question qui était « Qui décide ?» Eh bien, c'est les deux, parce que ça, c'est la magie de l'assurance vie. Nous, on a une obligation de devoir de conseil et je la revendique et je m'en réjouis. Et qu'est-ce qu'ils nous demandent, les Français? Ils nous demandent à plus de 40%, ils mettent en un la sécurité et la liquidité. Et la performance, 13%. Et donc, il faut toujours répondre aux besoins des gens, il ne faut pas être plus intelligent qu'eux. Mais par contre, nous, on a été super intelligents, c'est qu'on a inventé des produits, comme le fonds euro, par exemple, que vous citiez. Mais le fonds euro, il est tellement global, il est tellement important dans son montant qu'on peut y loger des placements risqués du non-coté, et là encore mes amis asset managers, j'espère, le confirmeront. Et au total, la magie, c'est que en sortie, on a un produit qui n'est pas risqué, parce qu'effectivement, il y a un capital garanti dans le fonds euro, donc ça répond aux aspirations du client. S'il veut prendre un peu plus de risques, évidemment, il prend des UC, et maintenant, à 40%, en fait, il y a des UC dans les portefeuilles. Donc, vous voyez, ils ont compris, les Français, progressivement, ils mettent du risque dans leur portefeuille. Mais en même temps, pour tous ceux qui veulent commencer, par exemple, par se constituer une épargne qui n'est pas, qui est sécurisée, eh bien, on a ce fonds en euros qui permet d'intégrer dedans, compte tenu de sa globalité et de la mutualisation qu'il permet, des placements qui eux-mêmes sont risqués. Et je termine en disant que c'est bien pour ça que les assureurs sont soumis à une réglementation, parce que c'est eux qui portent ce risque d'investissement, c'est eux qui prennent le risque de dire « moi, je vais diversifier un peu mes placements justement pour aller chercher du rendement, mais au total, je sais que mon engagement vis-à-vis de mon assuré, c'est de lui verser son capital qui est garanti. » Vous avez compris les idées reçues? Bertrand Rambaud, quand on a préparé cette table ronde, vous nous avez dit il faut que l'épargnant soit satisfait d'aller investir. Il a envie d'aller suffisamment investir dans l'économie réelle. Alors je vais faire comme Florent, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que représente aujourd'hui l'épargne individuelle dans le financement de l'industrie que je représente, à savoir le private equity? Bref. 0, 5, 10, 15, 20, 22, tu as dit, Florence? 3%. Voilà. Eh bien, vous n'êtes pas loin, puisqu'on est dans le private equity, je précise bien, puisque tu couvres les sujets cotés. Nous sommes à 5%. Alors, je voudrais juste revenir sur deux instants sur le pourquoi de ça. Je pense qu'après, on évoquera le comment améliorer tous ces éléments. Nous, on est une classe d'actifs qui s'est beaucoup développée ces dernières années. On finance l'innovation, les PME, les ETI. C'est 10 000 entreprises accompagnées, 50 milliards d'euros qui sont investis dans l'économie française. On a historiquement, depuis que ce métier existe, 40 ans, des assureurs, des banquiers, et merci à vous, parce que vous êtes nos clients et sans vous, on ne financerait pas nos métiers et on ne financerait pas en capital les entreprises. Donc il ne faut non plus jamais l'oublier, ça. Et puis, depuis un certain nombre d'années, de façon croissante, on a des family office, on a des entrepreneurs qui eux-mêmes avaient été accompagnés par notre métier, qui investissent dans nos métiers. Et de façon plus récente est arrivée l'épargne individuelle.
à travers effectivement de l'assurance vie, à travers des plans de retraite, etc. Mais de façon encore, je l'ai dit, extrêmement marginale, faible en tout cas, par rapport à ce qu'on peut avoir sur le côté. Alors pourquoi ça? Je pense qu'on a tous les mêmes constats. D'abord, bon, l'actif réel non coté, c'est un peu loin de l'épargnant individuel, donc il y a un sujet pédagogique. Il y a un sujet de relation avec le risque, qui est voilà, en Europe, en France en particulier, où il y a une réserve par rapport au risque. Et puis il y a aussi un sujet de distribution, d'expliquer ce que c'est que cette classe d'actifs, qui est effectivement un petit peu particulière. Alors moi, je pense qu'on est à la veille d'un très grand changement. Je pense qu'on va aller vers des évolutions alors progressives, hein, parce que tout ça se fait lentement, et indépendamment des sujets qu'on vit en France actuellement, mais progressif vers un relais vis-à-vis de l'épargne individuelle de plus en plus significatif. Alors, c'est un besoin. D'abord, c'est un besoin pour la vie de nos entreprises. Je pense qu'on n'a jamais été à un moment aussi important où les transitions énergétiques, digitales, data, intelligence artificielle sont colossaux. Donc, il faut de la dette, mais il faut des fonds propres pour financer tout ça. Donc, il y a un énorme besoin. Je pense qu'on n'a aucun envie d'avoir 4 degrés de plus dans quelques années et en ayant une grosse épargne non placée. Donc, on a aussi besoin de cette épargne pour financer cette transition. Et puis, troisième point, on montre que nos métiers, comme d'autres, mais je parle du mien, on est un métier qui apporte du rendement, de la performance, de la liquidité avec certaines conditions. Donc on est à la veille de ces grandes évolutions, de ces grandes mutations. Je pense qu'on évoquera tout à l'heure l'évolution du cadre réglementaire qui va aussi aider vers ça. Mais moi je pense, et j'entends, et je termine juste ce point-là, cette première question, que de très grands acteurs du capital investissement, très reconnus et qui interviennent, enfin français et qui interviennent dans le monde entier, pensent que dans les prochaines années, 20% de leurs ressources proviendront de l'épargne individuelle. Donc je pense qu'on est dans un vrai et nouveau sens de l'histoire. On va même en parler tout de suite de l'évolution de ce cadre réglementaire. Philippe Sedbon, avec vous, comment on fait justement pour le faire évoluer, pour qu'on finance les grandes transitions dont parlait Bertrand Rambaud, hein, démographique, climatique, toutes ces transitions qu'on connaît. Comment on fait évoluer cette réglementation? Bonjour. Bon, l'AFG, comme France Invest, représente les gestionnaires d'actifs, les sociétés de gestion en France, et finalement qui servent notamment les assureurs, les banques ou d'autres collecteurs d'épargne. Et donc à ce titre, évidemment, on est en relation permanente, j'ai envie de dire, avec le régulateur français, avec les régulateurs, parce que aussi en Europe, au niveau européen. La régulation bouge, on va en parler. Je voudrais juste faire une remarque. Le cadre réglementaire est essentiel. On a tous besoin d'un cadre réglementaire, et en particulier dans les professions réglementées dans lesquelles nous sommes. Le cadre réglementaire vous pose, si je fais l'analogie avec un tournoi sportif en cours, vous donne les délimitations du terrain, vous donne les règles du jeu, mais elles ne vous font pas gagner. Ce n'est pas la réglementation qui va vous faire marquer des buts. Ce que je veux dire par là, c'est que n'attendons pas de la réglementation l'efficacité des investissements et l'efficacité dans la réussite des transitions. Elle donne un moyen, elle ne donne pas le point d'arrivée. Donc à nous de faire bouger, et de bouger au sein de cette réglementation. Alors bouger la réglementation, je pense que Bertrand faisait référence, on a besoin, tous, hein, je crois, mais les régulateurs travaillent avec nous là-dessus, les pouvoirs publics aussi, parce que d'abord il y a des politiques publiques qui se traduisent par des réglementations. On a besoin de travailler en dynamique. Je fais référence à 2 enjeux majeurs, hein, pour être très concret. On parle beaucoup de transition énergétique, transition digitale, transition au pluriel. La réglementation européenne aujourd'hui nous donne une photographie, nous donne le cadre, ne définit pas aujourd'hui ce qu'est la transition. Donc je suis convaincu, je vais pas poser la question parce que là on y est encore un peu tard en soirée, mais je suis convaincu que si on demande à toutes les personnes dans la salle, y compris nous sur scène, quelle est votre définition de la transition, on a autant de définitions différentes que de personnes présentes. Donc on doit travailler sur définition de la transition et définition commune de la transition. Pourquoi c'est important? Au-delà du cadre réglementaire que ça vous donne, c'est important parce que ça va nous mettre tous en route vers la même direction. Parce que si
pour réussir les transitions, accélérer les transitions, on a tous des définitions différentes. Ben, je peux vous dire qu'on va tous disperser justement notre épargne, votre épargne, vers des vecteurs qui ne sont pas obligatoirement les plus efficaces parce qu'ils correspondent à des photographies. Il n'y a rien de plus simple aujourd'hui, et après je passe à mon deuxième exemple, mais il n'y a rien de plus simple aujourd'hui que de pratiquer l'exclusion. On veut être vert, on fait de l'exclusion, mais il n'y a rien de plus facile. Or, ce n'est pas ça qu'on doit faire tous ensemble. On doit réussir la transformation des tissus industriels et productifs en France, en Europe et ailleurs si possible. Le deuxième exemple que je voulais faire, c'était juste la référence à ce que tu évoquais, Bertrand, c'est l'importance justement et d'ailleurs la régulation accompagne beaucoup et pousse parce qu'il y a des politiques publiques pour le faire, effectivement pour démocratiser les actifs non cotés dans la distribution auprès du grand public. C'est important, mais ça s'accompagne, ça ne se fait pas comme ça. C'est essentiel de préparer le terrain parce qu'il y a des enjeux de rendement, bien entendu, tu l'as évoqué, de financement d'économie, mais il y a des enjeux quand même de liquidité et de sécurité pour les épargnants que nous sommes à titre individuel. Parce que l'épargne, je le précise quand même, j'avais prévu de le dire en chapeau, mais je le dis à la fin, l'épargne, on peut le voir comme un agrégat de la comptabilité nationale et en discuter comme ça. L'épargne, en fait, c'est la somme de nos épargnes individuelles. Et c'est comme ça qu'il faut la voir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Nicolas parlait de clients et d'épargne au service des clients. C'est essentiel. Donc cette réglementation, elle doit évoluer dans ce sens-là. Ada Di Marzo, j'ai envie de vous poser une question un peu plus large. Est-ce qu'on peut du coup, et ça va dans la continuité de ce qui vient d'être dit, est-ce qu'on peut éduquer à l'épargne, l'épargnant, le conseiller, sensibiliser à l'épargne? Je suis convaincue que c'est une question essentielle, voire la clé de tout, parce qu'on en parlait tout à l'heure, on parle de transition énergétique, on parle de transition numérique, on parle d'investissement, on parle de taxonomie. L'enjeu de la pédagogie du marché, et notamment des épargnants, est clé. Parce que si on veut flécher l'épargne sur ces supports qui ont une vocation à financer des enjeux de la société de demain, on a besoin aussi de décliner cet effort de pédagogie sous 3 dimensions. La première, c'est vraiment rendre intelligibles les offres. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on essaye de flécher l'épargne sur la transition environnementale. Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'y a que 10% des épargnants qui ont entendu parler d'offres à vocation de transition environnementale chez leurs conseillers d'épargne. Donc, vous voyez l'enjeu. Premier enjeu. Deuxième, c'est que même quand il y a la moitié des clients, le deuxième enjeu, c'est vraiment la compréhension de l'offre. La moitié des clients français, voire des épargnants français, aimeraient investir dans des produits de transition environnementale. Mais il n'y a que 20% qui arrivent à acheter. Là aussi, pour autant que j'ai compris de quoi on parle, j'ai besoin de comprendre le produit, sa nature, et c'est des produits qui peuvent être plus longs, il faut se le dire aussi, plus risqués. Et il y a un effort aussi d'éducation au risque, chose que dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus développé. Et le troisième élément, non moins important, c'est la performance. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris là où notre épargne va, on a besoin de savoir comment il va profiter, à quoi va profiter, est-ce qu'il profite aussi tant qu'on aurait espéré. Et là aussi, il y a un enjeu de pédagogie, non seulement des systèmes, mais aussi de rendre compréhensible comment cette épargne profite. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est un enjeu humain et dans les réseaux de distribution d'épargne, c'est le premier facteur pour choisir un conseiller, c'est l'humain. Ça veut dire sa capacité à nous conseiller, à être créatif, à comprendre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. 60% des épargnants aimeraient avoir un conseiller qui les conseille. Donc l'humain est déterminant. La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois qu'ils le voient, 9 fois sur 10 sont très satisfaits. Le niveau de satisfaction de l'industrie de la distribution n'a été jamais aussi élevé en France depuis 10 ans. Donc du coup, c'est une vision aussi optimiste. Mais il y a un enjeu de simplification et de pédagogie. Et ça, honnêtement, la bonne nouvelle, c'était un enjeu humain, donc on peut le traiter. Mais il faut investir. Florence Lussmann, est-ce qu'il y a une aversion française au risque et avec votre éclairage aussi sur les risques liés aux transitions? Alors, je vais répondre d'abord sur les transitions, parce qu'effectivement, là, on parle de financement, mais l'assureur, c'est d'abord celui qui couvre les risques, et en particulier les risques, enfin, les conséquences des risques climatiques.
On est à vos côtés, aux côtés de nos assurés qui subissent depuis des décennies de plus en plus les conséquences d'événements climatiques réputés extraordinaires. On fait des projections qui nous montrent que sur les 30 prochaines années, le coût de ces événements climatiques pourrait doubler. Certains risques comme la sécheresse pourraient même tripler sur les 30 prochaines années. Et donc, il y a une prise de conscience très importante de la population, ne serait-ce que parce qu'à chaque fois qu'il y a soit des inondations, soit des cyclones, comme on a connu dans la vallée de la Roya, un cyclone dans les Alpes-Maritimes, c'était quand même difficile de le prévoir. Donc c'est très très relayé par les médias. Donc les Français, oui, ont pris conscience. Tous les sondages le montrent à plus de 80%. Ils savent et ils ont compris que les risques climatiques allaient augmenter avec ce réchauffement climatique. Maintenant, et je suis d'accord avec ce que vous venez de dire sur l'éducation au risque, quand on leur demande, mais est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que vous êtes un petit peu renseigné? Est-ce que vous êtes allé sur le site de France Assureur avec Assurance Prévention qui vous donne plein de conseils sur la conduite à tenir en cas de risque d'inondation, etc. Est-ce que localement, vous savez quels sont les risques les plus probables selon que vous êtes en montagne, en bord de mer ou au contraire dans une zone inondable ou près de forêt qui risque de prendre feu? Et là, il n'y a plus que la moitié d'entre eux qui s'est ne serait-ce que renseigné pour savoir qu'est-ce que localement, quel est le risque le plus probable. Donc on a une énorme marge de manœuvre possible dans l'éducation et effectivement l'éducation au risque, tout simplement, au risque climatique. Il y a d'ailleurs maintenant une journée nationale sur la résilience par rapport à ces sujets qui est le 13 octobre et nous militons pour que cette journée soit déclinée au plan local et pour que à la fois les personnes physiques, les particuliers, mais aussi les entreprises, mais évidemment les collectivités territoriales se saisissent des risques qui sont les plus probables à leur échelle, devant eux, parce qu'on constate à chaque fois qu'il y a un événement de grande ampleur, malheureusement, des comportements sous stress qui sont totalement inappropriés, comme de prendre sa voiture pour aller chercher les enfants à l'école alors que c'est super dangereux parce que les routes sont inondées, ou d'aller sauver sa voiture qui malheureusement est au 4e sous-sol qui lui-même est déjà inondé. Donc vraiment, je suis complètement d'accord avec vous et c'est un élément de réassurance quelque part. On a énormément d'innovations technologiques, on les finance, nous les assureurs, pour adapter nos bâtiments, adapter nos comportements à ce réchauffement climatique. Mais il y a de l'humain derrière, vous avez infiniment raison. Et l'humain, c'est de nous éduquer tous à nous comporter vis-à-vis de cette augmentation, en particulier des risques climatiques. Je terminerai en disant, quand vous dites, mais alors pour leur épargne, ils demandent. Oui, ils le demandent. Alors, je suis un peu surprise quand vous dites qu'il n'y a que 60% qui a accès à un conseiller, parce que je pense qu'ils n'ont qu'à aller rencontrer leur assureur ou leur banquier, et donc ils auront un conseil. Et je rappelle que le montant moyen, 70% des contrats d'assurance vie ont un encours inférieur à 5 000 €. Donc, même pour 1 000 €, vous avez accès à un conseiller, et un conseiller qui va vous donner du conseil. Et effectivement, un certain nombre expriment ce besoin de donner du sens à leur épargne. C'est plus large que simplement les transitions. En fait, ils expriment ça avec du sens. Ben, nous, encore une fois, on répond puisque plus de 90% des placements des assureurs sont soumis à des règles d'évaluation en termes de critères ESG. Donc, et puis il y a ceux qui sont vraiment très très déterminés, qui ont une surface financière en général supérieure à 5 000 €, parce qu'à 5 000 €, il vaut mieux leur proposer, je crois, un produit garanti, c'est mieux pour eux. Mais pour ceux qui ont un petit peu plus de surface financière, qui ont déjà garanti une partie de leur épargne avec un contrat en euros, eh bien, il y a effectivement toute la palette des unités de compte qui sont investies, soit sur la biodiversité, soit sur la préservation des équilibres climatiques, etc. Donc il y a une réponse. Moi, je suis un tout petit peu surprise de votre 60%, encore une fois, parce que il semble que la plupart des conseillers, en tout cas assureurs et banques, vont fournir du conseil à tous les épargnants. Ils veulent avoir du conseil, ça veut dire qu'ils l'ont, mais donc ils ne sont pas prêts à s'en passer. C'était dans ce sens-là. Ah, d'accord, ok. Donc d'où l'importance de l'humain. Ok, merci. Nicolas Calcoun, compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'on peut vraiment influer sur les flux d'épargne ? Pardon, je le pense, oui, avec plusieurs éléments et plusieurs types de réponses qui doivent évidemment s'associer.
La première, et ça c'est, je dirais, notre responsabilité à tous dans les différentes industries, je dirais, de l'épargne et de l'industrie financière qu'on représente quelque part, c'est de concevoir, de proposer des produits simples, le plus simple, compréhensible, bon marché, avec un conseil, et ce conseil qui peut prendre de plus en plus de différentes formes. Il y a des nouveaux canaux digitaux, etc. Donc clairement une responsabilité de l'industrie. Et si on fait ça, on arrive à orienter vers l'épargne, et à faire prendre conscience aux épargnants qu'à partir du moment où ils ont un horizon de long terme, ça fait sens de prendre un peu plus de risques, à condition que ça soit évidemment fait de façon mesurée, de façon diversifiée, d'où le rôle des professionnels pour le faire, en ayant quand même effectivement un cadre réglementaire et fiscal qui soit adéquat. J'aime beaucoup la comparaison avec le terrain de foot de Philippe, mais quand même le cadre fiscal a une influence, il est cohérent, si justement il favorise les produits un peu plus risqués, mais qui sont de long terme et qui à la fin sont bénéfiques pour le client. Au passage, à partir du moment où on utilise l'arme de la fiscalité, en quelque sorte, il peut être légitime qu'elle soit conditionnée, qu'elle soit par exemple, le fait qu'il y ait un avantage fiscal soit conditionné à une proportion importante d'investissement en Europe. C'est vrai qu'en France, je pense que dans les produits d'épargne, c'est assez largement le cas. C'est sans doute un peu moins le cas dans certains autres pays européens. Et puis un dernier élément qui permet aussi, là encore une fois, d'influer et d'orienter l'épargne vers les besoins qu'on a dans nos pays, en France, en Europe. Je pense que pour ça, on a besoin d'acteurs de l'industrie financière en France et en Europe qui soient forts, qui soient solides, qui puissent jouer ce rôle-là, qui soient compétitifs. Et ça s'illustre, par exemple, quand on regarde la proportion d'actifs qui sont orientés, donc d'épargne qui est orientée vers des actifs européens. Quand elle est gérée par des acteurs européens, il se trouve qu'elle est plus forte que quand elle est gérée, par exemple, par des acteurs américains. Et il y en a quelques-uns qui sont présents dans nos pays. Alors justement, Bertrand Rambaud, avec vous, on va essayer de se projeter... Peut-être même dans la salle. De se projeter au-delà de nos frontières. Quand on se compare aux Américains, par exemple, déjà, qu'est-ce qu'on retient principalement comme différence? Et est-ce qu'on peut se dire qu'à horizon 10 ans, on peut imaginer un écosystème européen comparable à celui qui existe aux États-Unis aujourd'hui? Alors, juste pour donner quelques chiffres, hein, je disais tout à l'heure que l'épargne individuelle dans le capital investissement français, c'est à peu près 5%. Aux États-Unis, c'est pas loin de 50%. La part de l'épargne individuelle rapportée au PIB entre l'Europe et les États-Unis, je crois que c'est 2,5 plus aux États-Unis. Bon, c'est une donnée. On a, je pense, les uns et les autres apporté des éclairages sur les raisons. Est-ce que c'est une fin en soi d'aller vers ça? Je ne crois pas. Je pense que chaque pays a sa culture. Est-ce qu'on ira vers ça? Je ne crois pas non plus. En tout cas, pas demain matin. Et puis, je pense que voilà, il faut garder nos caractéristiques. On a des cultures d'épargne, de placement. Et voilà, et le modèle américain n'est pas du tout un modèle unique. C'est juste intéressant de voir les évolutions qu'ils ont mis en œuvre. Alors, moi, ce que je pense quand même, comment tout ça, ça peut bouger? Parce qu'au-delà de dire on est convaincu que ça va bouger, pourquoi ça va bouger? Moi, je pense que ça va bouger. Et si on se donnait, je ne sais pas, pour se jeter un peu à l'eau, se dire tiens, demain, c'est 10%, c'est 20% en objectif à moyen terme. Je parle de ce qui va dans le private equity, une fois de plus. Je parle de mon industrie. On a parlé du cadre réglementaire, je vais être juste un tout petit peu plus précis. On a la chance d'avoir en France la loi Pacte. On a la chance d'avoir la loi de l'industrie verte, qui, je crois d'ailleurs, dont les décrets ont dû être votés, je crois, la nuit dernière ou il y a 2 jours. Ça passe juste avant et c'est très bien parce que ça va familiariser l'épargne individuelle par rapport à nos métiers tout en respectant la culture de la gestion du risque. Donc ça, c'est très important. Et vous savez, le point qu'il faut retenir, Florence a parlé d'un chiffre à retenir, mais je veux dire, il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'on a la possibilité aujourd'hui en tant qu'épargnant individuel, avec 1 000 €, d'avoir accès à un fonds dans lequel il y aura des très grands family office et des très grands institutionnels, grâce à l'assurance vie, grâce au plan d'épargne retraite. C'est ça la nouveauté. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en total alignement d'intérêt. C'est-à-dire la performance qu'on va chercher pour les grands institutionnels, les grandes compagnies d'assurance, les grands family office, on va chercher la même performance pour la personne individuelle et pour qu'à la fin de la journée, elle soit contente. Je prends ce terme extrêmement simpliste, mais il faut que l'investisseur soit content de ce qu'il a fait. On a parlé du sens, je ne vais pas revenir dessus, mais aussi à travers la performance. Alors pour arriver à ça,
On a quelques obligations. Vous avez parlé d'une obligation de formation pédagogique, c'est majeur. C'est majeur parce que tout le monde n'est pas destiné au capital investissement. Florence a parfaitement raison quand elle dit que quand on a 5 000 € d'assurance vie, le meilleur des conseils, c'est de dire n'allez pas dans le private equity parce que vous n'allez rien faire d'intelligent avec ça. Donc il faut conseiller le client, il faut comprendre ce que c'est que cette classe d'actifs, qu'il y a des choses passionnantes, extrêmement intéressantes. On suit des parcours d'entreprise qui sont absolument géniaux. Enfin, moi, c'est ce qui me fait vibrer depuis 30 ans. Et en tant qu'investisseur, je pense qu'aussi on peut le voir à travers ça. À l'inverse, il faut du temps. La liquidité est plus compliquée, donc il faut être prêt à vivre ça. Et donc ça, il faut l'expliquer, il faut être pédagogue. Et comment nous, on essaie d'être pédagogue chez France Invest? On a une école de formation et on forme les distributeurs à ce qu'est notre métier et ses grandes caractéristiques. C'est plus et c'est moins, parce qu'il y a des plus, parce qu'il y a des moins. Je voudrais aussi insister sur un deuxième point, c'est le coût. C'est le coût de la distribution, parce que tout ça n'est pas gratuit. Donc il y a effectivement le coût de gestion qu'il y a sur un fonds, mais qui est payé par tout le monde, par les grands instituts, par les family office et aussi par cette épargne individuelle. Et puis si l'épargne individuelle a accès à ces produits-là, c'est qu'il y a aussi un coût de distribution. Alors là, on lit des choses, on lit tout et son contraire dans certains articles qui disent que ça va coûter 2 fois plus cher, 1%, 2%, 3%. C'est pas vrai. Nous, on a fait des études très précises chez France Invest récemment sur les produits qui existent. On arrive à 0,8 de coût annuel sur l'accès à cette ressource dans nos fonds. Mais il faut qu'on fasse tous des efforts collectifs pour que ce coût soit contenu. Moi, je pense que l'une des conditions pour que l'épargne individuelle soit satisfaite d'aller dans nos métiers, c'est qu'on ait de la bonne pédagogie et un coût contenu pour qu'à la fin, le rendement soit satisfaisant pour les investisseurs. C'est évidemment le nerf de la guerre, et je pense que ça, c'est quelque chose qui oblige tout le monde à respecter cette feuille de route qui est très, très, très importante, à mes yeux. Philippe Sedbon, je vous vois pas mal réagir à ce que dit Bertrand Rambaud, notamment sur le système américain. Et du coup, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il faut qu'il y ait une spécificité sur un système européen? On a pas mal parlé de la France. Une meilleure organisation européenne? Mais système spécifique européen, on l'a déjà. Alors si je peux me permettre, je parle ici en tant que président de l'AFG. Il se trouve que je suis en charge aussi d'une société de gestion importante qui a une grande partie de son activité aux États-Unis, donc je regarde un peu ce qui s'y passe quand même de temps en temps. On a une grande spécificité européenne, c'est-à-dire que la réglementation dicte à peu près l'ensemble de nos actes, alors, que ce soit d'épargne ou autre. Une approche européenne, et c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Si vous voulez, mais enfin les faits sont là. Hein. Et il y a un jour, il faudra quand même regarder et comparer, mais de façon objective, l'efficacité des deux modèles. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais il y a un jour, il faut quand même regarder avec objectivité les résultats et les impacts que ça a. Donc, est-ce qu'il faut aller de l'avant sur les spécificités européennes? Oui. On est déjà engagé là-dedans, on a une approche spécifique, il faut la pousser plus avant. Il faut la pousser plus avant, mais avec quand même je voudrais quand même donner deux, trois éléments qui nous occupent beaucoup à l'AFG dans nos discussions avec les autorités européennes ou avec les régulateurs, qui sont les suivantes. En Europe, on parlait de sécurité, on parle de prix, on parle des différents éléments d'adaptation, mais évidemment. Maintenant, ça fait 40 ou peut-être plus ans qu'en Europe, toute évolution de la réglementation, et c'est vrai pour l'épargne, mais c'est vrai dans toutes les industries, vise à protéger le consommateur. Donc on revient d'ailleurs à la question sur comment on éduque à prendre non pas plus de risques, mais à prendre des décisions qui soient adaptées à sa situation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que prendre des risques. On protège en permanence le consommateur. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le consommateur dont on parle là et qu'on veut protéger en permanence, donc l'épargnant dans ce qui nous concerne ce soir, est aussi un salarié, un entrepreneur, un retraité ou un futur arrivant, il y en a moins, mais sur le marché du travail. Donc il a tout intérêt, ce consommateur,
à ce qu'on travaille aussi la compétitivité des industries. Et ça rejoint la question sur le cercle, comment on met en place un cercle vertueux en Europe Donc, tout ça pour dire que la réglementation, on y travaille en permanence, elle doit être travaillée en dynamique, mais elle ne doit pas perdre de vue un seul instant la compétitivité des industries pour obtenir de l'efficacité à l'arrivée. Sinon, le consommateur européen continuera de faire comme il est en train de le faire depuis plusieurs dizaines d'années, de consommer ce qui vient d'ailleurs, puisque les industries performantes sont en dehors d'Europe. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, voilà. Alors, Ada Di Marzo, avant de vous passer la parole à vous, public, parce qu'évidemment, on en profitera pour discuter ensemble de tout ça, je voudrais juste faire un petit mot avec vous sur un aspect que Bertrand Badré évoquait dans son introduction, qui sont les générations futures. Est-ce qu'elle doit prendre en compte, est-ce qu'elle peut davantage prendre en compte les générations futures, l'épargne aujourd'hui ? J'aime beaucoup votre question parce que quand on entend parler d'épargne, on parle d'un sujet qu'on sent très technique. Et pour moi, c'est un enjeu de société. Et donc, je pense profondément qu'on va devoir aller vers une ère d'épargne collectée et aller vers une ère d'épargne engagée. Pourquoi engagée ? Parce qu'il y a des chiffres qui sont, pour moi, choquants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez le taux d'épargne des personnes qui ont moins de 30 ans, il est 8%. Quand vous prenez le taux d'épargne de quelqu'un qui a plus de 70 ans, ça fait 25%. Et en fait, c'est là la contradiction de notre société. C'est pour ça que, oui, l'épargne doit être le vecteur qui va relier les générations, va relier le monde. Parce qu'on ne peut pas imaginer d'avoir des nouvelles générations qui ne peuvent pas se permettre d'entreprendre, qui ne peuvent pas se permettre de faire de la création d'entreprises. Et c'est là où l'industrie a son enjeu, parce qu'elle a besoin de donner du sens à cette épargne. Et pour moi, engager cette épargne, ça veut dire l'affecter à des projets qui sont concrets. On en a plein d'enjeux. Ça veut dire l'infrastructure, la création d'entreprises, la réindustrialisation. Donc l'industrie en soi, elle a un enjeu. Est-ce que c'est l'affaire que de l'industrie financière ? Non. C'est l'affaire de tous. Et c'est là où je pense aujourd'hui on a le plus gros défi. L'écosystème doit bouger dans toutes ses parties prenantes. Merci beaucoup. Vos questions maintenant. Monsieur. Bonjour, Joël Rosenberg, donc OSS Ventures. En 1993, j'ai eu la chance d'être le rapporteur général de cette commission de chefs d'entreprise, 200 chefs d'entreprise, pour faire le programme pour les élections présidentielles qui ont amené Jacques Chirac comme président. On avait dit deux choses, enfin on avait plus plein de choses. J'ai co-signé ce rapport avec Michel Pébroux, président de la BNP et devenu bientôt président de la BNP Paribas. On avait dit deux choses, il faut orienter l'épargne vers les actions productives, vers les entreprises. Et donc, il y a deux choses à faire. L'assurance vie, Florence a répondu sur l'assurance vie avec des chiffres qui m'ont étonné, je dois avouer. Deuxième chose, les fonds de pension. J'ai été interviewé il y a 2 mois par le Trésor, donc c'était avant la dissolution, et je leur ai raconté ça. Ils m'ont dit, attendez, c'est pas possible, les politiques ne sont pas prêts. Depuis 1993, les politiques ne sont pas prêts, et l'Institut de l'industrie de la gestion ne les viole pas. Et je pense qu'il est vraiment très nécessaire, si on veut qu'on existe en tant qu'Européens, en tant que Français, vis-à-vis des continents américains et chinois, c'est très nécessaire de créer des fonds de pension. Voilà. Donc comment on sort de ce tabou du fonds de pension en France, si je résume votre question? Je vais prendre d'autres questions, peut-être ça va qu'on regroupe. Là, de premier rang. Là. Bonjour, Thierry Hulot, les entreprises du médicament et groupe Merck. En cette période électorale, on a entendu récemment certains suggérer de prendre toute l'épargne des Français pour rembourser la dette. J'aurais aimé avoir votre avis, mais je soupçonne la réponse. Très bonne question. On ne devait pas parler de la période électorale, on nous avait dit. Alors on peut déjà vous donner la parole sur ces deux-là. On fera un petit tour après. Oui. Oui, peut-être sur la magie du fonds de pension. Effectivement, en crunchant beaucoup les chiffres récemment, parce que
Tu sais qu'il y a eu beaucoup de discussions sur Capital Market Union et qui en fait avait comme jeunesse que l'épargne française. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que Capital Market Union, Florence. L'Union des marchés de capitaux, donc qui est un projet européen, des réflexions européennes qui repartent à intervalles de temps réguliers. On se repose cette question de l'union des marchés de capitaux en Europe. Et en tout cas, le point de départ de la réflexion en France, ça a été mais on ne finance pas assez les entreprises, le monde réel, avec notre épargne. Donc effectivement, du coup, on a cherché beaucoup les chiffres, et c'est pour ça que je peux te donner le pourcentage sur les actions, même si on le publie chaque année depuis pas mal de décennies. Et moi, ce qui m'a vraiment surprise, tu vois, parce qu'il y a deux sujets, il y a financer l'économie réelle et surtout la financer en Europe. Et j'ai quand même été surprise de constater que dans les pays qui ont des fonds de pension, donc on va penser aux Pays-Bas ou aux pays nordiques, eh bien en fait, la fuite dont tout le monde parle, la fuite de l'épargne vers en fait les États-Unis, pour moi, eh bien quand on regarde les chiffres, elle tient d'abord aux fonds de pension et ensuite ou en même temps, comme vous le disiez, aux acteurs qui sont américains, de la gestion qui sont américains. Et c'est normal, en fait, il y a un prisme national. Je crois que nos asset managers français connaissent parfaitement le marché français. Donc, ils ont une priorité, ils sont meilleurs pour aller investir dans l'entreprise française. Et quand on a les grands asset managers américains qui viennent drainer de l'épargne en Europe, ce qu'ils savent faire, c'est évidemment l'investir sur les marchés qu'ils connaissent le mieux, et typiquement le marché américain. Deux, trois petits éléments rapides. Juste pour rebondir sur ton dernier point, Florence, on a réalisé une étude très récente, là, au mois de mai, publiée au mois de juin à l'AFG, justement sur les biais d'allocation ou les allocations d'actifs réalisées par les différentes sociétés de gestion. Et donc le point que tu évoques, il est illustré dans cette étude. Je ne sais pas s'il est déjà disponible sur notre site. Donc je fais de la publicité pour le site de l'AFG. Allez-y. En plus, il sera rafraîchi au mois d'octobre. Donc allez-y 2 fois. Mais cette étude est donc consultable sur notre site et montre justement cette allocation privilégiée vers les entreprises françaises et vers les entreprises européennes. Ça, c'est mon premier point. Deuxièmement, je voulais revenir sur votre point fonds de pension. Je ne veux pas revenir sur ce que Florence disait, mais je crois quand même, on a travaillé en amont d'ailleurs de la loi Pacte et qui a eu un impact sur la loi Pacte. Je regarde mes collègues de l'AFG, on a beaucoup travaillé à l'époque, donc en 1996, justement sur une réforme du pilier 3. On ne parle pas de fonds de pension, mais on parle de plan d'épargne retraite, parce que lorsqu'on parle de notre épargne, et j'ai bien pris soin, en même temps je réponds à votre question, monsieur, j'ai bien pris soin de préciser tout à l'heure, l'agrégat épargne est une somme d'épargne individuelle, et ce n'est pas un agrégat national. On a pris soin justement de travailler la duration, ou en tout cas la durée d'investissement adaptée à chaque besoin. On a tous des besoins de court terme, des projets de vie de moyen terme et des projets de vie de long terme. Et les plans d'épargne retraite qui sont issus, je pense, répondent pour partie, en tout cas, et en grande partie à ce besoin. Ils sont d'ailleurs proposés par les compagnies d'assurance avec grand succès. Et je vous invite à regarder justement les différents produits qui sont proposés et qui s'adressent à. Voilà. Donc je crois qu'on travaille beaucoup pour adapter l'offre, et ça fait écho à ce que disait Nicolas, adapter l'offre aux besoins des épargnants. Non, mais moi je peux juste te dire, je ne sais pas si c'est les fonds de pension la bonne réponse. Après, je dis juste qu'on a besoin d'une épargne longue, ça c'est sûr. Voilà. Que l'épargne existe, c'est un sujet, on l'a dit tous, je crois, de pédagogie, d'allocation. Je crois que nous, dans notre métier, on a un enjeu qui nous est propre, c'est d'arriver à assurer une bonne liquidité intermédiaire. C'est un vrai enjeu du métier du private equity dans le monde, en Europe, en France, parce que les gens ne peuvent pas être engagés sur des périodes trop longues. Et je pense que si notre industrie arrive, c'est en train de se faire, à faciliter encore des opérations secondaires pour qu'il y ait une plus grande fluidité, une plus grande liquidité, alors là, je pense qu'on ouvrira encore plus fortement les portes du financement de cette classe d'actifs et des entreprises qu'elle adresse. Donc c'est un vrai enjeu qu'on a et qui est très fort pour un individu, une famille qui ne peut pas s'engager comme ça sur une période trop longue. Et à l'inverse, les assureurs qui
couvrent derrière ces produits veulent aussi qu'il y ait une liquidité naturelle qui se mette en place. Donc ça, je pense que nous, on est bien conscients de ça, et je crois qu'en plus, la période actuelle, on a vu ces taux plus élevés, et donc évidemment une liquidité moins facile, a mis tout le monde devant ses responsabilités par rapport à cet enjeu de liquidité qui a été trouvé un peu trop facilement ces dernières années, et que maintenant on doit construire d'une façon plus structurelle, plus régulière, et de façon plus importante. Et c'est vraiment un enjeu fort que nous avons devant nous. Et monsieur, je vais prendre sur moi pour vous dire que je pense que personne ici ne trouve que c'est une bonne idée de prendre l'épargne pour désendetter. Personne ne vous le dira. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors Bertrand, qui a bien tout noté là, pendant notre débat, va s'atteler à nous faire une belle conclusion. On ne nous a rien épargné, c'est facile. Non, mais écoutez, merci à tous. Comme je le disais au début, c'était une épreuve quand même de se réunir par cette température pour parler d'un sujet difficile et un peu aride à Aix. D'une certaine manière, si je veux être malicieux pour conclure, ce sujet réhabilite le « en même temps ». Alors, c'est plus très à la mode, parce qu'il faut à la fois qu'on considère en même temps, c'est un sujet très technique, vous l'avez vu, et c'est un sujet très sensible. On mélange à chaque fois dans nos réponses nos raisonnements individuels sur « et pour moi, ça veut dire quoi ?» et « pour le monde, ça veut dire quoi ?» et « comment ça marche ?» On mélange le micro et en même temps le macro. On parle d'offre et de demande, et on ne peut pas séparer l'offre et la demande, ça a été bien dit. On l'a dit, Nicolas, il y a des pendants dans l'épargne publique et l'épargne privée. Ça ne fonctionne pas comme des vases non communicants. On parle de solidité et de liquidité. C'est un des nombreux paradoxes de cette industrie. On parle de court et de long terme. Et évidemment, on en revient à la grande question que j'avais eu à traiter en 1991, l'équilibre épargne-investissement. On parle d'institutionnel et d'individuel, et on souhaite que ça converge. Mais ce n'est pas très simple, on le souhaite, mais ce n'est pas très simple. On parle à la fois de milliers d'euros et de milliers de milliards d'euros, et tout ça derrière le même vocable épargne. Philippe l'a rappelé, on est aussi chacun en même temps épargnant et consommateur, épargnant et salarié, épargnant et entrepreneur, épargnant et retraité, épargnant et parent, etc. Et il faut arriver à faire sens de tout ça. Alors ça, c'est le premier point, ça reste un sujet compliqué qui nous touche tous. Il n'y a personne qui n'a pas d'idée, je le disais en introduction, sur l'épargne, ne serait-ce que parce qu'on est tous concernés au titre individuel. Deuxièmement, et heureusement, on a parlé d'épargne, donc on a parlé de chiffres. Florence et Bertrand nous ont donné 2 chiffres à méditer. Je les répète pour ceux qui n'ont pas pris de notes. 23% d'actions dans les portefeuilles des assureurs et 63% liés au financement de l'économie dite réelle. 5% d'épargne individuelle dans le private equity, 50% aux États-Unis, mais on est en route vers 20%, n'est-ce pas Bertrand, 25%. Troisièmement, on n'a pas parlé que de chiffres, et heureusement, on a parlé aussi d'éducation, et en fait, on s'est posé la question de l'humain. Et merci Ada d'avoir mis ce mot sur la table, ce n'est pas un gros mot. Et ça m'a fait plaisir parce qu'on n'a pas parlé d'intelligence artificielle. Je sentais que ça allait venir, je l'attendais. Non, on a parlé de conseillers humains qui répondent à des gens. Ben, finalement, c'est plutôt assez rassurant de voir que ce métier de l'épargne, ça reste un métier qui est au cœur de l'humain. La question du sens, elle a été posée plusieurs fois, elle est essentielle. Et c'est important de se rappeler que cette question de l'épargne, ce n'est pas seulement une question de produit, ce n'est pas seulement une question de réglementation, ce n'est pas seulement une question de fiscalité, ce n'est pas seulement, comme tu l'as dit, au foot, il ne suffit pas de règles, il faut une équipe, il faut un but, il faut un peu de l'enthousiasme. Et d'une certaine manière, c'est ce facteur-là humain dont on ne parle finalement assez peu. Et donc j'étais content que finalement on dérive vers ce point-là, qu'on n'a pas un débat qui est hors sol. Le débat, il est profondément heurté par toutes les questions qui touchent à l'économie, pour des raisons évidentes. Les questions de finances publiques touchent à l'épargne, les questions d'investissement touchent à l'épargne, la géopolitique, tu l'as rappelé, touche à l'épargne. On dit, mais c'est pas normal que notre épargne finance les États-Unis. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une question qu'on ne posait pas il y a 20 ans et qu'on pose aujourd'hui. Pardon ? La dette américaine, pardon. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un sujet qui est profondément imbriqué dans l'ensemble des questions finalement traitées par ces rencontres. Et c'est un sujet qui, comme le dit le thème des rencontres, relie les mondes.
Et donc, effectivement, vous verrez dans les propositions qui seront faites par le cercle, il y en a une qui concerne ce sujet et qui est importante sur notamment comment est-ce qu'on peut sécuriser par des garanties nationales et européennes une épargne un peu plus risquée. Dernièrement, je me permets, parce que c'est quand même mon privilège, de conclure dans les 29 secondes qu'il me reste par une petite touche plus personnelle. Je pense, et je n'en suis pas surpris, je pense que vous n'en serez pas surpris dans cette pièce, qu'on a eu un raisonnement très français et très européen. Et c'est légitime. C'est les frontières dans lesquelles on opère aujourd'hui. On s'est posé la question de la France dans l'Europe, de l'Europe par rapport aux États-Unis, notre culture, de notre épargne. On ne s'est pas posé la question, je le regrette parce que c'est mon métier, on ne s'est pas posé une seule fois la question de l'impact, mais surtout on ne s'est pas posé la question du reste du monde. Je reviens toujours à cette question qui me tarabuste, parce que je n'ai pas eu une très bonne note, maintenant je peux vous le lire, en 1991, ma copie d'économie. L'équilibre épargne-investissement, ça s'analyse au niveau de la France, ça s'analyse au niveau de l'Europe, ça s'analyse au niveau de la planète. Les transitions dont on parle, elles ne sont pas limitées à la France ou à l'Europe, c'est des transitions planétaires. Il est temps qu'on repousse un peu les horizons de notre réflexion sur l'épargne et qu'on dépasse l'horizon qui est celui dont on a parlé aujourd'hui, qu'on ait une réflexion sur une épargne qui soit véritablement planétaire pour traiter les questions de la planète ensemble. Sinon, je pense qu'on ne refera pas planète et que ça risque de mal se passer, y compris pour notre épargne, car nous ne sommes pas isolés du reste du monde. Je vous remercie. Merci Bertrand pour tes mots. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde et à vous de l'avoir suivi.